What up, what up, what up, l'ami. Vous êtes toujours sur Aravel, c'est votre programme Comme à la D. Comme à la da. Voilà, j'ai avec moi Percy. Yes, sir. Voilà, et nous venons d'accueillir notre invité, notre premier invité du coup de la soirée, John Scorier, propriétaire des magasins Stump. Salut à tous, ouais, effectivement. Voilà, alors on va bientôt passer à lui, mais je vais d'abord me tourner vers Percy pour nous expliquer en fait encore un peu plus sur le merchandising. Bah écoutez, voilà, comme Sandy vient de vous expliquer juste avant notre petite pause, le branding. Bah en fait, moi, je vais juste parler d'une subdivision du merchandising que moi j'ai faite, en tout cas pour cette chronique, en deux types d'artistes, enfin en tout cas en deux types de merch, parce que c'est pas parce qu'un artiste fait un type qu'il peut pas faire l'autre. D'ailleurs, il y en a même qui font les deux. Mais c'est juste que je vais vous parler en fait du merch que j'ai appelé le merch branding. Ça veut dire que c'est le merch qui vient de la marque de l'artiste lui-même, et puis après le merch en collaboration avec des grandes marques. Alors pour le merch branding, en fait, moi, ce que j'appelle le merch branding, c'est le merch qui vient de l'artiste lui-même. Donc, du branding que l'artiste a fait sur lui-même, donc, qui a développé sa propre marque en partant de son personnage artistique. Pour ça, je vais vous parler principalement d'une personne, parce que si je devais faire tous les exemples et tous les modèles économiques, on s'en sortirait pas jusque demain. Ouais, donc là, je vais vous parler d'artistes que moi, en tout cas, leur merch m'a beaucoup parlé. Je vais vous parler d'abord principalement de Nipsey Hussle, Hermias et Asgedom pour les plus intimes. Avec ton choix. Bah, écoute, quand même, hein, long live Nip, donc déjà RIP. Alors Nipsey Hussle, il a un magasin qui s'appelle le Marathon Clothing Store, et en fait ce magasin-là, il rassemble un petit peu tout son merch. En fait, c'est tout ce qu'il a pu produire comme merchandising. Lui, il a poussé, parce qu'en plus il était en indépendant, donc c'est vraiment un symbole et une icône de tout simplement du pouvoir économique des indépendants quand on arrive à bien faire ses mouvements business et à pousser son merchandising à son paroxysme, pardon. Donc en fait, il a des vêtements pour hommes, des vêtements pour femmes, il vend des accessoires aussi, et il vendait aussi également sa musique dans son magasin. Donc en fait, ce que lui il a fait, son branding en fait, c'est qu'il vendait en fait l'histoire de sa vie à travers sa musique et ses vêtements. Donc le Marathon Clothing Store, déjà, il a une petite histoire parce que le magasin qu'il a racheté pour le rendre, enfin pour l'appeler le Marathon Clothing Store, en fait, avant, c'est l'endroit où il vendait ses propres CD à l'arrière du coffre de sa voiture. Donc en fait, ouais, c'est là qu'il et ça rappelle le move d'un certain Sean Carter. Jay-Z pour les intimes, qui faisait la même chose aussi quand il a commencé sa carrière. Donc c'est vraiment un endroit qui était très symbolique pour lui. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il a d'abord travaillé son branding, notamment avec sa musique, par un move qui était incroyable. En 2013, il a sorti une mixtape, et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il vendait la mixtape à $100. En fait, ouais, il vendait la mixtape à $100, ouais. $100. Les gens qui voulaient vraiment acheter, ils venaient, ils achetaient, donc c'était $100. Et en fait, le move était tellement bien. Bon, j'ai pas le temps de vous faire une analyse marketing de la chose, mais le move était tellement beau et tellement fort que Jay-Z, justement, le premier jour de la sortie de son album, il lui a acheté 100 copies pour le soutenir. Non, Jay-Z, voilà. C'est un vrai. Et en fait, son marketing était tellement fort qu'en fait, il a écoulé 1000 exemplaires le premier jour. Donc il a fait $100 000 le premier jour. Ouais, j'ai fait un calcul rapide. Il a fait voilà, je te facilite. Non. Il a fait $100 000 le premier jour de la sortie de son album, et enfin bref, c'est devenu un peu la légende. C'est là que la légende de Nipsey Hussle a commencé, et en fait à partir de cette légende là, de Long Live Nip, de Marathon, de Victory Lap, etc., il a développé son merch. En fait, les gens qui achètent un t-shirt Victory Lap, ils achètent pas juste un t-shirt. En fait, ils achètent la victoire de Nipsey. Voilà. C'est ça, en fait. C'est le mindset qu'il a réussi à revendre à travers ses vêtements. Et donc voilà, il a plusieurs collections. En fait, c'est ça aussi qu'il a réussi à faire là où est-ce que pas mal d'artistes n'arrivent pas. C'est que lui, il a réussi à créer des collections par rapport à son merchandising qui étaient parallèles à ses sorties d'albums, mais c'était pas juste des merch qui avaient à voir juste avec le CD. Donc c'était pas juste, je sais pas moi, Crenshaw, c'était pas juste Crenshaw. Il y avait d'autres, il y avait toute une collection qui était faite autour du projet Crenshaw. Et donc il a tout répertorié dans une collection. Et ça lui a permis en tout cas de développer à terme ce magasin qui est devenu le Marathon Clothing Store. Ça, c'est le premier exemple que je voulais parler, parce que je trouve que Nipsey Hussle, c'est vraiment un très bon exemple de merchandising, en tout cas de branding. Et ensuite, voilà, rapidement, je vous cite juste deux branding qui étaient pas mal aussi. C'est Drake et Future qui ont sorti des t-shirts, des casquettes et des suites pour Life is Good, qui est sorti il y a un an. Et Beyoncé, qui en 2019, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que ses fans attendaient son DVD pour le Formation World Tour. Yeah. Et en fait, elle a fait un t-shirt pour les troller, qu'elle a vendu d'ailleurs. Et le t-shirt, en fait, il était juste écrit
Where's the DVD? Where's the DVD for Yeah, the From right. Russian Tour? Et en fait, elle l'a vendu à $40 et les gens l'ont acheté. Donc voilà, ça c'était par rapport au branding parce que c'est pas des collaborations, c'est vraiment de l'essence même des artistes. Voilà. Et voilà. Ben, du coup, on va vous passer encore une chanson. Merci beaucoup, Percy. Je t'en prie. Pour ton analyse, du coup, en fait, du merchandising intéressant de plusieurs artistes, en fait. Ouais, il y avait celui-là. Il y a aussi les quelques avec les collaborations, comme Travis Scott, Oui. qui C'était son truc McDo, n'est-ce pas? En fait, par rapport aux collaborations, en fait, il y avait Travis Scott. Mini Bad Buzz d'ailleurs. Hein. Ouais. Travis Oui. Scott McDo, Ouais, Mini Bad Buzz. ouais, voilà. Ça a pas Mais été. est-ce que même le bad buzz, en fait, c'est vraiment du bad buzz? Ou est-ce que finalement, ça continue après? Bah, un buzz, c'est toujours un buzz, qu'il soit bad ou bon, C'est vrai. mais n'empêche que là, sur ce coup-là, je pense qu'il aurait peut-être dû voir ça autrement. Bah, du coup, tu C'est mon pourras avis. nous expliquer Ouais. tantôt. On vous passe d'abord une autre chanson, c'est Zwangerehi. La chanson s'appelle Beter Leven et on vous retrouve directement après. What up, what up, what up, l'ami, vous êtes sur Arabelle, c'est votre programme comme à la D. Yes sir. Alors, on vous parlait de merchandising, de branding, et du coup, là, on a avec nous John, le propriétaire de Stump quand même, ce n'est pas rien. Et Percy en fait qui nous parlait encore. Ouais, en fait, je devais juste des vous parler, techniques. je devais juste vous parler parce que là, je vous ai parlé du merch en branding, je devais vous parler du merch en collaboration, et c'est magnifique. Parce que on a un acteur justement Voilà. du milieu qui est juste en face de nous, qui va pouvoir même nous donner peut-être des tips et même des indications sur comment ça se passe sur le terrain. Parce que moi, ce que je vous parle, c'est très théorique, mais on a l'expérience de terrain avec nous. Donc, encore merci d'être venu ce soir. Oui. Ça fait vraiment Bienvenue, plaisir. merci beaucoup. Alors du coup moi je vous parlais des collaborations. Pour les collaborations je vais la faire courte parce que voilà, si je commence tu me connais, je vais partir pendant 3 heures, mais je vais vous parler principalement là pour rester en Amérique et puis après venir quand même dans nos contrées Voilà. francophones d'un artiste qui est partout en fait, partout, il est partout, c'est Travis Scott. Il est partout, il fait des collabs partout. Donc lui il fait des merch en collaboration avec énormément de gens et dans différents secteurs, dans différents domaines pour différents produits. Là, je vais commencer tout simplement par sa dernière collection, parce qu'il en avait déjà fait une de basket avec Nike. Mais là, il a fait une nouvelle collaboration avec Nike, où il a fait un t-shirt, un sweat et un pantalon. Alors, le t-shirt, il le vend à 70 €. Le sweat, il le vend à 125, et le pantalon, donc la collaboration coûte 150 €. Donc, en fait, si tu fais un calcul rapide, ça te fait, pratiquement, si je ne m'abuse, 350 €. Ouais, c'est bien ça, 350 € pour avoir la collection de Travis Scott. Et il y a énormément de gens qui se sont rués dessus au point que les t-shirts ont été en rupture de stock. Ensuite, il a fait un autre merch qui était pas mal du tout, mais qui est même pas dans le textile. C'était avec Fortnite, où en fait, il a fait une dinguerie pendant le premier confinement. Il a fait un showcase sur Fortnite. Fortnite, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, jeune Padawan, si tu ne connais pas Fortnite, c'est d'ailleurs très bizarre parce que c'est de ta génération. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Fortnite, c'est un jeu vidéo qui est voilà, et c'est le jeu du moment Ouais, où voilà. les jeunes sont vraiment à fond dessus. En fait, c'est un jeu qui se joue beaucoup en ligne. Et ce que Travis Scott il a fait, c'est qu'il a créé un avatar géant dans Fortnite, où en fait son avatar faisait un concert en live, en fait, un showcase en live. Donc il y a eu plus de 12 millions de personnes qui se sont connectées à Fortnite pour pouvoir assister à ce showcase qui était uniquement sur Fortnite. Donc ça, c'est encore un merch qui est incroyable. Ensuite, il a eu une collab avec McDo. Bon, c'est pas très bien passé non plus, mais Ouais, ça comme, reste, comme, mais ça comme reste, John nous disait, mais ça reste quand même. Je tiens juste à préciser quand même que malgré qu'il y a eu ce bémol là, parce qu'on n'est pas là pour plomber les artistes, mais il faut quand même souligner que c'est quand même le premier artiste depuis la première personnalité, en tout cas urbaine, depuis Michael Jordan en 1992 à avoir fait une collaboration avec McDonald's. Malheureusement, bon voilà, mais ça reste quand même quelque chose qui est à souligner. Bon, j'ai parlé de l'Amérique, c'est bien beau, mais nous sommes belges, donc on va revenir en Belgique. Et je vais vous parler des artistes belges qui portent l'étendard de notre pays, outre-Atlantique. Alors Damso, il a fait un pop-up store en 2017 ici à Luise pour sa tournée pour sa tournée après Ipséité, et il a fait le pop-up store sur le concept The V, qui a très bien marché. Après, il en a fait un autre à Paris, dans le 9e arrondissement, à la rue, aux 3 rues Édouard VII à Paris, qui a très bien marché aussi. Et enfin,
en 2019, il y a Hamza qui il a fait une belle surprise à ses fans parce que le 20 décembre 2019, il a sorti sa mixtape qui s'appelait Santa Sauce 2. Donc c'était le Père Noël. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, le jour où il a sorti Santa Sauce 2, il a ouvert un pop-up store dans les Galeries Lafayette pendant 4 jours, du 20 au 24 décembre 2019, où en fait, les fans pouvaient se procurer leurs cadeaux de Noël, enfin en tout cas acheter des cadeaux, parce qu'il a appelé ce magasin The Source God's Christmas Gift Shop. Oui, parce que il était prêt. Hamza il est trop chaud dans les noms, tu vois, il a des noms incroyables. Donc voilà, comme c'était Source God, il a ouvert son gift shop, et en fait il pouvait acheter son merch à lui, de son branding. Justement, j'ai terminé par ça parce que c'était une bonne synthèse des deux, parce qu'il y avait son merch à lui par rapport à Santa Sauce, mais il y avait aussi 3 collaborations qu'il avait faites, une avec Nike, une avec Levi's et une avec New Era. Et en fait, il a proposé parce que c'était vraiment en édition limitée, il a proposé ces 3 collections-là du 20 au 24 décembre. C'était hyper court, c'était concentré, et c'était que à ce moment-là qu'on pouvait se procurer tout ça. Donc je trouve que c'est un super bon merch. Et d'ailleurs, je me demande qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est génial. C'est génial. Les shops de Damso à Bruxelles, à Paris, de manière super limitée, avec de la cam. Les gens doivent sauter sur l'occasion pour l'avoir. Moi, je trouve ça super fort. Encore plus Hamza, parce qu'Hamza, lui, il a été sollicité par plein de gens. Il s'est dit, ok, moi, je vais canaliser là sur 4 jours mes collabs exclusives. Après, c'est Hamza et c'est Damso, quoi. Donc, c'est les 2 grosses têtes d'affiche en Belgique, et c'est des gars qui peuvent toucher, en effet, Nike, Adidas, qui sont intéressés par ces gens-là, quoi. Donc le merchandising, en tout cas en Belgique, même pour le rappeur qui commence, c'est super important, parce qu'en fait, ça devient vite une manière de vivre. Exactement. Plus vite que la musique. Exactement. Et donc la musique, c'est un milieu intéressant, parce que c'est intéressant pour plein de monde, parce qu'en fait, on voit les gens qui tout d'un coup explosent. Et des Damso, des Hamza qui taffent super bien et qui explosent, ils arrivent à faire du merchandising encore plus excitant. Mais pour un rappeur qui commence, qui fait de la bonne musique mais qui est pas trop écouté, le merch, ça reste une bonne manière de réussir à vivre un peu de sa musique dès le départ, quoi. Donc si je peux me permettre de te paraphraser, on peut dire quand même que dans la rentabilité, le merch, c'est quand même c'est plus rapidement rentable que la musique. C'est plus rapidement rentable que la musique. Ouais, ça, parce que moi, si c'est bien fait. Après, ça, c'est aussi. mais ça, on y viendra. Mais Sandy, moi, je sais pas si t'as des questions pour notre. En soi, moi, je vais poser des questions, mais je vais faire après une courte pause d'abord, parce que je veux quand même qu'on prenne vraiment le temps de se pencher, en fait, sur ta carrière et sur ton trajet et aussi, ton expérience, et ton expérience. Donc, on vous retrouve tout de suite, la MIF, dans quelques instants, avec notre invité John Scourir. Continue l'interview avec notre superbe invité. Voilà. En fait, tu as répondu à quelques questions déjà que j'avais, mais je vais quand même les reposer juste pour être sûr que tout le monde les a bien compris. En fait, quand tu as commencé, que tu as repris ce magasin, j'ai cru comprendre que tu étais surtout dans le skate, en fait. Mais comment t'en es arrivé vraiment à faire cette connexion avec le hip-hop? Parce que d'accord, ça vient du même endroit, mais pour y réfléchir soi-même et aller vraiment vers le hip-hop, faut quand même bouler différemment quand même. Je pense, en toute honnêteté, que c'est venu des 2 côtés, quoi. C'était une demande des rappeurs d'avoir de la visibilité, d'avoir des revenus peut-être différents, et donc des vêtements offerts ou de l'argent. Et c'est venu de notre part de se dire, nous, on a besoin de visibilité, et comment avoir de la visibilité, en s'associant avec des artistes qui ont du talent et qui vont être vus. C'était déjà fort Facebook qui commence à exploser fort en 2010, et puis YouTube. Fallait à un moment être présent sur ces canaux-là, et nous, ça a été cette logique-là. En plus de ça, je dois bien avouer un petit kiff personnel, parce que nous, c'était on était les yeux grands ouverts devant ces gens, à les idolâtrer, et surtout James Dino, j'en parlais ici juste avant hors antenne, mais quand on a su faire une collab avec James Dino, c'était plus on l'a fait. Après ça, c'est bon, on a fait ce qu'on on peut mourir. On a vu James Dino, super sympa, c'est bien passé. Et puis on s'est rendu compte en fait que et le hip-hop avait besoin de ça, et le magasin avait besoin de ça aussi, donc c'était réciproque.
Et comment t'as fait en fait? Est-ce que vous avez engagé du coup des dessinateurs ou est-ce que c'était un concept que vous-même vous avez créé avec lui ou C'est à chaque fois un échange avec l'artiste. Voilà, nous on dit plus ou moins là où on veut arriver, ce qu'on a besoin. L'artiste lui nous dit la même chose. Voilà, moi je vais sortir ce projet ou j'ai cette idée là en tête. Comment on peut faire pour que les deux s'allient le mieux quoi. C'est à chaque fois un échange avec l'artiste, ça c'est important aussi quoi. Et quand tu mets tes collaborations en place, enfin au jour d'aujourd'hui, parce que du coup tu nous as expliqué comment ça s'est passé avec Depar One et aussi avec cet artiste-là, mais pour les autres qui ont suivi après, comment ça s'est passé? Est-ce que ce sont eux qui vous ont contacté ou est-ce que c'est vous qui les avez contactés? Bon, il y a différents cas de figure. Quand même une tournée fondateur de beaucoup de choses dans le rap en Belgique, ça a été à notre tour avec Kaba, Gigi, L'Ordre du commun. Non, L'Ordre du commun, ils étaient pas dedans, ils étaient pas dedans. ça c'était encore, ils sont venus encore après, mais grâce à cette impulsion qu'il y a eu, les grosses têtes d'affiche c'était surtout Kaba, Gigi, il y avait l'Exoda Rap, il y avait les Corbeaux, c'était le groupe de Kaba, et d'autres La Smala. Il y avait La Smala, il y avait aussi Seven, il était avec Seven, JCR avec NEM, avec qui on a il y avait énormément de, c'est toute une vague, ouais. Et là, c'est des visionnaires, Anto et Max de Back in the Days, qu'on connaissait déjà de vue, qui sont venus nous voir. Nous, on a sponsorisé cette tournée-là. On a fait des petits stands à chaque concert. C'était un peu notre marque de fabrique parce qu'à l'époque, on était au Festival de Dour, on avait fait un stand. Ça avait marqué les esprits parce qu'en gros, on foutait le bordel jusqu'à ce que les gardes de sécurité de Dour nous disaient d'arrêter de mettre de la musique. Et les rappeurs, en fait, c'était leur backstage. On a vécu des soirées inoubliables avec L'Homme Pâle, avec Kaba, avec L'Ordre du commun, avec SWAT. Voilà, c'était des moments. En fait, c'était de l'insouciance et on se rendait compte quand les années sont passées qu'en fait, on était là dans ce stand avec Kaba, Gigi, L'Homme Pâle, L'Ordre du commun. Ouais. C'est quand même ouf, quoi. Ouais. Mais ça s'est fait tellement de manière naturelle que. Mais c'est beau ça. En fait, c'est juste cool et donc on a sponsorisé à notre tour. Et puis on a continué à collaborer avec Max et Anto sur Back in the Days et en collaboration aussi en parallèle avec Depar One et Gimme Five qui était là dans tous les plans. Ça s'est fait assez naturellement. Après, je dois bien avouer que en fait il y a eu un plafond de verre un peu dans le hip-hop belge à partir du moment où Roméo, Kaba, Gigi sont devenus trop forts pour des magasins. On n'était plus intéressant pour eux parce qu'ils étaient trop hauts et pour nous c'était trop cher. Ouais. Et donc en fait là et c'est ce qui est en train de se passer ici surtout cette année-ci, c'est se renouveler, c'est comment en fait réussir à continuer à être dans la musique et à toucher les gens sans nécessairement payer les sommes que les rappeurs qui sont au-dessus demandent quoi. Ça c'est intéressant. Non parce que moi c'est vraiment quelque chose que je me suis posé parce que Sandy a posé une très bonne question, je me demandais aussi vraiment comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour collaborer avec Stomp. Est-ce que il faut, bon, là, j'ai l'impression d'être, tu sais, les recruteurs là d'intérim qui disent comment vous avez rencontré l'autre truc. Est-ce que c'était par un ami? Est-ce que nanana? Mais c'est un peu ça la question. C'est est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas s'il y a des artistes qui nous écoutent et qui se disent ah ouais on aimerait peut-être collaborer avec Stomp, si vous avez une personne de contact ou s'ils doivent vous envoyer une maquette ou si c'est peut-être vous-même qui allez peut-être aller vers les artistes ou enfin. Il y a quelque chose qui a beaucoup changé dans le rap, c'est que c'est devenu professionnel. C'est-à-dire qu'avant, il y a pas si longtemps, les rappeurs ils disaient moi je vis pas de ma musique, je sais que je vivrai jamais de ma musique. Ça a changé maintenant, les rappeurs ils vivent de leur musique quoi. Parce qu'on les rappeurs belges sont considérés un peu comme des rappeurs français, donc t'as plus de public et ça a beaucoup changé la donne parce qu'en fait avant on discutait avec le rappeur, maintenant on discute avec le manager. Et quand tu discutes avec le manager, c'est pas les mêmes échanges que quand c'est le rappeur qui dit moi j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on fait ça ensemble, qu'un manager qui dit ça c'est les conditions. Donc ça a changé pas mal de choses et bien sûr que les artistes peuvent nous contacter pour collaborer et nous à chaque fois qu'on a des artistes de qualité qui nous contactent, on essaie toujours de faire quelque chose. Bien sûr. Mais la logique du Stomp ça a été aussi ici en 2020 et ça va être fort sur 2021, on est en train de créer un label musical. Ah OK. Nous-mêmes. Voilà. On y arrive, voilà. Qui s'appelle Altitude Music et quelque chose qui change en Belgique et il y a beaucoup par exemple un rappeur qu'on adore parce qu'il a gagné un concours hip-hop qu'on a fait à l'époque avec Back in the Days et Gimme Five, Who's Next, c'est Venlo, qui est un rappeur liégeois. Il est obligé de venir à Bruxelles à un moment
pour être considéré comme ok, il est à Bruxelles. C'est vrai qu'il y a ce problème. C'est vrai qu'il y a ce problème. Et nous, ce qu'on a envie de faire avec Altitude Musique, c'est le nom du label musical que le Stoom soutient. C'est de se dire, à Louvain-la-Neuve, à Louvain-la-Neuve et dans les alentours, il y a trop de talent. Et ce talent, il doit pas être nécessairement catalogué Bruxelles pour qu'à un moment les gens écoutent, quoi. Medine, il vient pas de Paris. Voilà. Et Medine, c'est une référence en France. Ouais. C'est le problème des capitales et des métropoles, c'est que souvent dans des pays, en plus ce qui est paradoxal, c'est qu'en Belgique, c'est même pas un très grand pays, mais c'est un petit peu ça aussi que les Français ont eu dans le développement de leur industrie, mais ils sont passés au-dessus. Après, leur industrie s'est développée il y a beaucoup plus longtemps que nous, laquelle est en train de se développer encore maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, tu venais pas de Paris. Tu pouvais pas. Pour l'art, c'était compliqué, même pas que pour le rap, pour le théâtre, tout ça, machin. Tu viens pas de Paris, tu viens et il fallait monter sur Paris. Et c'est vrai que c'est très noble ce que vous faites. Donc du coup, là, on peut s'adresser donc aux artistes de la Wallonie qui peuvent venir vous envoyer des démos ou. Voilà, ouais, tout à fait. Les artistes de la Wallonie qui sont des terres, on en a déjà des très très chauds. Et ça, c'est cool aussi de donner de la force à des gars qui en auraient pas eu vraiment ou qui auraient galéré. C'est comme un footballeur qui va être très très bon à 15-16 ans. Si le centre de formation le rejette et puis qu'il décide de faire d'autres choix dans sa vie, on va jamais le voir à la TV. Mais il suffit de parfois pas grand chose pour. Clairement. Mais moi, ce que je trouve, si je peux me permettre, super intéressant. Du coup, dernière question avant qu'on fasse une courte break. Déjà, merci d'être venu, John. Mais surtout, moi, ce que je trouve intéressant et que vraiment je trouve noble, c'est que en fait, indirectement, vous avez déjà beaucoup d'expérience dans la musique, en fait. Non seulement parce que vous avez assisté aux tournées, vous avez travaillé avec des rappeurs qui ont émergé. Donc ça veut dire que vous avez quand même une certaine expertise de la musique que vous allez pouvoir faire profiter du coup aux artistes que vous allez avoir dans le label. À fond, et surtout, mais ça c'est dans le business, c'est vraiment ça le plus important, c'est qu'on a vu des gens se planter, on a vu des gens faire les mauvais choix, on a vu des gars qui étaient promis à de grandes choses, tout d'un coup s'écrouler. Et c'est ça en fait, c'est quand nous on se trompe ou quand on observe les gens se tromper, qu'on se dit ok, voilà, ça c'est des choses à pas faire. Exactement. Par contre, s'il avait fait ce choix-là, ça aurait été mieux. Okay. Et donc c'est aussi ça qu'on a envie de transmettre par rapport au Stoom, par rapport à ce label, mais aussi à tous les gens qui nous contactent. Voilà, on a envie de dire il faut pas grand-chose pour que ça aille, quoi. En tout cas, merci. Merci, merci pour beaucoup pour ces mots. Et du coup, pour ceux qui écoutent à la maison et qui se disent, franchement, c'est le moment, oui, c'est le moment. Allez-y, contactez-les. Merci encore à toi, John, d'être venu jusqu'ici, de Louvain-la-Neuve quand même. Jusque ici à Bruxelles. Voilà. Merci à toi. Et on espère du coup te revoir après ton label aussi qu'il soit créé. Avec vos artistes, on est là, nous on attend. Voilà, ça va faire on du vous bruit, attendra. Vous allez entendre parler de SKN, il est très 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 fort. Voilà, on a entendu SKN, on retient et on l'attend déjà. Tu nous as mis la puce à l'oreille, donc on va faire attention à ça. Voilà, on continuera tout de suite la deuxième partie avec deux autres invités. Merci John, on se retrouve très très bientôt. À tout de suite la famille.